France Maghreb 2. L'émission qui vous ressemble et qui vous rassemble, ça s'appelle le Grand Forum, messieurs dames, et on est là tous les jours, fidèlement au poste. Rendez-vous 16h, votre talk de fin d'après-midi, 16h, 18h, avec une équipe de choc aujourd'hui pour m'accompagner. Ossine Ras, comment va-t-il, Ossine? Salut Christophe, bonjour à tous. Bah moi ça va super bien, on est mardi. Bouche pleine, direct. J'ai envie de dire, je lui donne le nom de l'émission, je vais dire maintenant mardi c'est la Gilly. Voilà, même si je suis là chaque mardi, normalement l'officiel, normalement le résident officiel. C'est vrai, c'est toi. C'est pas grave. Mardi c'est la Gilly. Pourquoi? Parce que il y a des chouquettes au chocolat, il y a des pains au chocolat, il y a du thé maison, il y a du Minute Maid, on n'a pas le droit de dire des marques. Il y a une boisson au jus. Non mais on est bien. Bonjour Nasser. Salut Christophe. Comment ça va mon cher Nasser? Ça va, impeccable, très très bien. Bon. Un peu fatigué mais ça va, très très bien, impeccable. En tout cas, je tenais à te féliciter parce que tu as fait partie de ces élus qui sont partis la nuit dernière, enfin mercredi dernier, pardon, avec les SDF. Exactement. On a d'ailleurs reçu hier Mamassi, oui, qui était à l'initiative de cette opération. Tout à fait. Donc, c'est une fille extraordinaire. Tu faisais partie des 47 élus. C'est ça. Exactement. On a. Alors l'objectif, bien évidemment, parce que on a entendu tout et n'importe quoi dans les médias. Après, chacun avait aussi son point de vue là-dessus, mais on est surtout venu pour communiquer là-dessus, pour que les gens et les médias s'intéressent à cette cause, ce qui a bien fonctionné. Parce que de dire que on a dormi dehors. On sait très bien que c'est impossible de dormir quand il fait moins 7 degrés à l'extérieur, donc on a plutôt veillé que dormi. Donc voilà, je pense que c'est aussi ça qui était l'importance. L'importance c'était aussi de débattre, d'échanger, et le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de savoir ce qui va se passer par la suite, parce que c'est ça le vrai travail de fond. En tout cas, bravo Nasser pour cette initiative. Merci à vous. Ouais. Messieurs dames, aujourd'hui nous sommes le 6 mars et c'est un jour important pour tous les supporters du PSG. L'espadrille aura bien lieu à Mandelieu-sur-Yvette. Et puis il y a les victimes collatérales de cette guerre entre Canal et TF1, il y a Mélenchon. Putain, quel déconvenu. Il venait de lancer son média indépendant. Il se dit qu'il va déranger, qu'on va essayer de le faire taire. Et résultat, c'est TF1 qu'on censure. Canal Plus répond que la somme demandée par TF1 pour être diffusée, c'est une somme équivalente à ce que coûte une série comme Baron Noir ou Le Bureau des légendes. Mais nous, on s'en fout, ce qu'on veut, c'est Joséphine d'Ange Gardien. Vous vous rendez compte où on en est arrivé? Je veux dire, on vit dans un monde où il faut prendre un abonnement à Canal pour ne plus regarder TF1. Excellent, moi je la trouve excellente. Top, ouais. top. Charline Van Becker. Donc sur ce contentieux d'ailleurs, ça ne risque pas de s'arrêter là parce que Free a annoncé à ses abonnés ce matin qu'il y allait avoir une coupure du signal de tout le groupe TF1 à partir du 31 mars. Orange également entend faire autant. C'est vrai que les sommes demandées par TF1 pour être reprises sur les box, 20 millions d'euros, c'est énorme. Ouais. En fait, c'est une histoire de gros sous entre gros responsables industriels, quoi. Hein, et donc, qui en paye les frais? C'est nous. Alors il y a le gros vainqueur de tout ça, c'est SFR, puisqu'ils ont négocié un contrat il y a quelques mois déjà, il y a quelques semaines en tout cas avec TF1. Ils ont parlé sur BFM qui fait partie du même groupe puisque c'est Patrick Drahi le patron de tout ça. Donc peut-être qu'il y a une certaine alliance entre grosses multinationales pour faire tomber les autres. Faut savoir aussi que Canal+ et Bolloré ont perdu des parts de marché bien avant dans le VTF1. Canal+ est en perte totale depuis des mois. Ils perdent des dizaines de milliers d'abonnés chaque mois. Et puis voilà. Donc TF1 pour eux ils ont perdu que 1 million, entre 1 million et 1,5 million d'audimat sur les grosses soirées. Donc le plus gros perdant pour l'instant c'est Canal+. Oui, quoique TF1 quand même l'audience baisse. Petit à petit va commencer exactement. On a du mal à imaginer que ça puisse durer longtemps quand même. Surtout avec Free qui va enchaîner derrière, voilà. Bien sûr. Ah oui, Free c'est quand même, ça représente beaucoup d'abonnés quand même. Hein. Il y a certains qui disent que c'est à cause de la Coupe du Monde puisque TF1 l'exclusivité de la moitié des. Bien sûr, je pense que c'est plus là-dessus que les gens. Oui, absolument. En tout cas, voilà la petite guéguerre entre les gros patrons, entre les gros riches patrons des médias. D'ailleurs, le CSA qui invite les opérateurs à trouver vite une solution. Alors, on enchaîne dans ce zapping pour tout à fait autre chose. Maintenant, avec notamment le président français Emmanuel Macron qui tente de faire pression sur la situation dans la Ghouta orientale auprès de Poutine, mais aussi auprès de Hassan Rouhani. Écoutez. Le président français a aussi appelé ses homologues iraniens, turcs et russes, mais peut-il vraiment faire bouger les choses ? En tout cas, la France a décidé de faire pression au maximum, non pas sur la Syrie directement, car c'est très difficile effectivement d'agir sur Bachar el-Assad, mais sur les pays qui peuvent faire bouger Assad. Quels sont-ils? Eh bien, d'abord la Russie
et l'Iran. Pourquoi? Parce que ce sont les deux grands soutiens politiques et militaires du régime d'Assad. Ce sont eux qui ont sauvé le régime lorsqu'il était pratiquement condamné, et ce sont eux qui aujourd'hui forcent Assad éventuellement à agir. Et donc Emmanuel Macron a décidé de continuer à lancer des appels en téléphonant à Vladimir Poutine à 2 reprises, encore une fois cet après-midi, au président turc également engagé en Turquie et également au président iranien, alors que Jean-Yves Le Drian est lui-même en ce moment à Téhéran et qu'il a rencontré aussi le président iranien pour lui faire part des préoccupations de la France. Voilà, Emmanuel Macron qui tente de faire pression, la France qui essaie peut-être de se retrouver une petite place qu'elle a quelque peu perdu quand même ces derniers temps dans la diplomatie étrangère. Pour le coup, Hassan Rouhani et les autorités iraniennes ont répondu quand même à l'appel d'Emmanuel Macron par téléphone, parce qu'Emmanuel Macron a appelé le président iranien, et le président iranien lui a dit écoutez, commencez par arrêter de vendre des armes à l'Arabie Saoudite, avec ces dernières ils massacrent le peuple yéménite, et après vous viendrez nous donner des leçons. Voilà un petit peu donc la réponse de la bergère au berger. Alors est-ce que la France et Emmanuel Macron peuvent faire pression, Nasser? Franchement, j'ai pas suivi cette affaire, je vous avoue. Mais je vais laisser aussi. Donc, non, mais aussi. Pas. En fait, quand non, tu parles vrai de que j'étais cette pas affaire, attentif. tu parles de tout de suite. J'étais pas attentif, en fait. Effectivement. Oh, comment tu l'as grillé? Non, mais ça se fait pas aussi. Est-ce que t'as vu comment il est, Christophe? Non, mais parce je crois que c'est mon dernier mardi. Comme les gens n'ont que le son, n'ont pas l'image, moi je suis pour la population, el pueblo. Alors toi aussi, puisque tu fais le malin. Oui, dis-moi. Est-ce que Emmanuel Macron peut éventuellement faire pression auprès de Poutine, de Hassan Rouhani, pour essayer de calmer un petit peu les attaques de pouvoir syrien en ce moment dans la Ghouta orientale? Mais la réponse est simple, bien sûr. Non, franchement, plus sérieusement, Macron, même si cette réponse elle est pas positive de son côté et que la réponse elle est négative de toutes les parts, Iran, Turquie surtout aussi, qui ça m'étonnerait qu'ils répondent favorablement à même Poutine, à Macron. Par contre, je trouve que Macron, il a quand même cette place de médiateur international qui est en train de se mettre en place petit à petit, et il prend un peu de galon. Je crois pas que les gens le prennent en rigolade dans les autres pays. Je pense qu'il commence à avoir cette petite carrure internationale un peu à la, comment il s'appelle, le Canadien, comment il s'appelle, du Trudeau. Voilà, Justin Trudeau. Trudeau, sans les mettre à la même échelle, bien sûr, hein, mais il a quand même cette petite carrure, voilà, exact. Bon, on enchaîne dans ce zapping et on file aux États-Unis maintenant. Des cartables par balle contre les fusillades dans les écoles. Je vous jure que ça existe. Si, c'est une invention, écoutez. Dans les locaux de cette entreprise dans le Maryland, on fabrique des protections scolaires par balle. Depuis la tuerie de Parkland en Floride, les ventes montent en flèche, comme après chaque fusillade. L'entreprise a développé cette nouvelle gamme de produits après la tuerie de l'école primaire Sandy Hook à Newtown en 2012. Elle propose notamment des tablettes par balle, des blocs-notes ou des panneaux mobiles. There's 3 handles on the back. One's just for teaching. So it's actually inspired by an artist palette, the ability to write and teach and show students and interact with your kids and get used to it. But the outside 2 handles are really, that's when it's going to be used as a defensive tool, where you can get behind it, you can cover up, your head, and you can rush the shooter, football style. D'autres entreprises proposent elles aussi ce type de produit, parfois déclinés dans des versions spéciales pour les enfants. Comptez $75 pour une plaque de sac à dos et jusqu'à $300 pour le cartable. $300 le cartable, par balle pour contre les fusillades. Ça se passe aux États-Unis, messieurs dames. C'est grave, ils ont fait un business. Et je suis d'accord avec le mec qui disait, je rejoins tout à fait ce qu'il disait. J'ai rien compris. Évidemment. Non, vraiment, mais tu te rends compte que c'est réellement un business, hein, tu vois. Ah oui, c'est un business, ouais. Tout est un business, de toute façon. Mais c'est connu. C'est connu aux États-Unis, hein, ça, de toute façon. Ouais. Et ailleurs, je pense que le capitalisme. Oui, évidemment. Pour terminer sur une note un peu plus légère, ce zapping hier, c'était, vous savez, les conférences des presses des 2 entraîneurs pour ce match qui aura lieu ce soir à 20h45 au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain, la très belle équipe du Paris Saint-Germain, va recevoir effectivement le Real de Madrid. Et Zinedine Zidane, l'entraîneur de Real Madrid, a lancé une petite pique aux supporters parisiens. Écoutez. Ça vous fait à titre personnel de retrouver un stade français, un public français? Est-ce que vous attendez, personnellement, un accueil peut-être un peu particulier, voire chaleureux du public français? On est à Paris ici. Moi je suis Marseillais. Il est content de sa blague, Zizou. Bon,
Oh, t'énerve pas, Christophe. J'aime bien Zizou, mais là, quand même. On sait que t'es vraiment un supporter du Paris Saint-Germain. Non, mais quand même. Je pense que c'était dans de l'humour. Hein. Bon, alors spécial dédicace à Zinedine Zidane. Vous savez qu'il va y avoir une ambiance de feu ce soir. Vous savez que les places se sont vendues jusqu'à 1 500 € la place. C'est hallucinant. Dit-il, la bouche pleine. En tout cas, aucune dignité. Franchement, ça se fait pas. Bon, tiens, et ben puisque c'est ça, on va parler de la fessée, les gars. Ah, la fessée, c'est à l'initiative de 29 députés. Dont une Modem, qui ont déposé ce projet de loi pour faire interdire cette fameuse fessée. Et la ministre dit étudier avec beaucoup de sérieux ce projet de loi, et peut-être donc on se dirige vers l'interdiction de cette dernière. Alors est-ce que vous y êtes favorable? Tiens, Nasser, par exemple, je sais pas si à titre personnel tu as été marqué dans ton enfance par une fessée, par un coup de ceinture, par... Moi, franchement, heureusement qu'il y avait mes parents qui me faisaient des fessées quand je faisais des conneries. Aujourd'hui, c'est pas pour autant que je suis maltraité, c'est tout le contraire. Ça nous a porté aussi à une éducation chez nous. Et quand je dis chez nous, moi, mes frères et mes sœurs, on a tous connu ça, et on a peut-être connu même pire que ça. Et c'est pas pour autant qu'on est sorti, on va dire, différent de ce qu'on peut prétendre connaître de la situation de certaines familles. Bon voilà, je pense qu'on a, chacun a un parcours différent, et en même temps, je pense que la fessée, elle ne fait pas de mal, elle fait tout simplement recadrer les choses dans la maison avec les frères et sœurs. Et c'est aussi le rôle de parents. Donc contre la fessée, hein? Tout à fait. D'accord. 01 40 33 9000, Ossine. T'es contre la fessée? Non, t'es pour la fessée. Pour la fessée, je veux dire. Oui, contre l'interdiction. Contre l'interdiction, voilà. Non, tu vois, là, moi, tu je veux commences du cadrage. Moi, non, mais c'est bien, Ossine, tu as raison. Ossine. Oui. Alors, contre ou pour la fessée, enfin, l'interdiction de la fessée? Moi, je suis pas forcément contre la fessée. En fait, je suis pour qu'on définisse mieux la chose, parce qu'il y a des parents qui comprennent pas et qui risqueraient de dépasser les limites. On le voit aujourd'hui, il y a des parents qui sont violents. Mais attends, c'est difficile à définir, ça. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a des parents qui se permettraient, des choses sans limite, tu vois. Après, faut bien comprendre qu'une fessée, c'est pas battre son fils. Et c'est là que c'est important, tu vois. Ouais, mais oui, il y a des parents qui font. Est-ce qu'à titre personnel, tu as le souvenir d'une bonne raclée? Moi? Ouais. Des fessées, j'en ai eu, bien sûr, quand j'ai fait des grosses conneries. T'en as toujours mérité. Des coups de ceinture, non, mais j'en avais pas besoin, parce que rien que les coups, déjà, c'était assez violent. Enfin, vraiment rarement, mais tellement rare qu'on s'en souvient, et toujours pour une bonne raison. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, tu vois. Ça marque, hein. Je me dis que si j'avais pas eu ça ce jour-là, par exemple, peut-être que ma connerie, je l'aurais continué derrière, tu vois. Bon, alors 01 40 33 9000 pour nous dire si vous êtes pour ou contre l'interdiction de la fessée, comme le propose ainsi donc 29 députés étudiés sérieusement par la ministre. Vous nous appelez au 01 40 33 9000 pour peut-être nous raconter quelques anecdotes autour de cette fessée. Vous savez que maintenant les enfants d'aujourd'hui, tu leur donnes à un ado une petite claque ou une fessée, ils te disent, ils connaissent le numéro par cœur, tu sais, les trucs de maltraitance là. Fais gaffe, les gars. C'est ça qui est dommageable aussi là-dessus. Ouais, avec toutes les pubs qui circulent à la télé, etc. L'enfant te dit, écoute, vas-y, redonne-moi une fessée, je vais appeler SOS maltraitance, je sais pas quoi là. Je vais fuguer, je vais partir. Voilà, c'est ça. Donc 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis. Tiens, on prend un appel tout de suite comme ça au hasard. Allô, bonsoir, qui est là? Oui, bonjour, moi c'est Inès de Gennevilliers. Bonjour Inès. Alors la fessée, pour ou contre, Inès? Ça dépend pourquoi. Ah, alors expliquez-nous un petit peu. Ça dépend de l'âge de l'enfant aussi, ça dépend de la bêtise. Ouais. S'il casse un verre, on va pas lui donner une fessée. Malheureusement, il y en a qui la font. Ouais. Mais est-ce que Inès, vous avez des enfants, Inès? Voilà, c'est ce que j'allais demander. Oui, j'ai un enfant. Il a quel âge? Il a 2 ans. Vous lui avez pas mis... 2 ans, on peut... Mais en ce moment, il y a un petit problème, c'est qu'il nous tape beaucoup. Hein? Il vous tape? Il met des fessées à son papa? C'est lui qui vous tape? C'est lui. Il nous tape à moi et son père. Son père aussi? Tu sais c'est qui son père? C'est qui? C'est moi. Ah bon? Oui, c'est d'accord en fait. Ah, c'est Madame la Gilly. Bonjour Madame la Gilly. Alors attendez, on va faire une thérapie de groupe là. Voilà. Madame la Gilly, bonsoir et bienvenue d'abord. Passez-nous le petit au téléphone. On va là encore. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Nasser? Il fait ça, c'est les enfants, c'est ça. Après, bon, ça va. Je fais confiance à ma femme là-dessus. Je pense qu'elle le gère très très bien là-dessus. Ouais, c'est pour éviter les coups. Exactement. Non mais est-ce que sérieusement vous donnez de temps en temps, parce que il fait une bêtise, 2 ans, on a besoin d'être recadré, une petite fessée quoi? Ça arrive. Ça arrive, ouais. Ça arrive. Bon. Malheureusement. Oui, malheureusement. Mais alors, est-ce que vous êtes pour ou contre l'interdiction de la fessée, vous, Inès? Comme je dis, contre, parce que du coup après.
à l'école, les enfants ont tendance à beaucoup parler avec les maîtres et maîtresses. Ouais. Et du coup, ils vont peut-être grossir la chose. Et au moindre bleu, même s'ils se sont fait mal ou quoi que ce soit, ils peuvent penser que c'est à cause des parents qui l'ont tapé. Très bien. Et est-ce que vous êtes pour ou contre la fessée envers son conjoint? C'est ce que j'allais dire. Parce que de temps en temps, elle est méritée aussi, hein, pas le dire. Ça arrive. Ça arrive. Ah, ouais, bravo. Vous avez un homme sage, ma chère Inès, si je peux me permettre. Merci, c'est gentil. Bon, en tout cas, merci de votre appel, c'est super gentil. Et je suis sûr qu'on va se voir dans pas longtemps. Merci beaucoup, Inès. Merci. Au revoir. À très bientôt. C'est bien, même les conjointes et les conjoints des chroniqueurs interviennent dans cette émission. Comme quoi, le Grand Forum, c'est vraiment la famille, grande famille. C'est exactement ça. Bon, en tout cas, on l'embrasse, si tu nous le permets, Inès. Bien sûr, Nasser, pas de problème. hein, bien sûr, évidemment. Ossine. Oui, ce qu'on retiendra, c'est que Nasser se fait battre par son fils de 2 ans et par sa femme. Ouais, franchement, là, t'as un peu mis j'aurais plus de d'Archoma quand même. Hein. Allô, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à vos invités. Bonsoir chère madame, quel est votre prénom? Fatima de Paris. Alors Fatima, pour ou contre la fessée, enfin l'interdiction de la fessée? Moi, à vrai dire, je suis partagée. Ah, et alors, si tu tapes sur les fesses pour un gosse, bon, pour un grand c'est une humiliation, il faut le reconnaître, pour un adolescent. C'est une vraie humiliation, je suis contre. Mais c'est à moi de juger si je dois leur donner une petite fessée ou pas. Ce n'est pas à la ministre ou à la députée. Comme ils n'ont rien trouvé de valable en ce qui concerne les problèmes sociaux des Français, alors maintenant c'est le truc, c'est le harcèlement. Alors, vous m'écoutez Christophe? Ah bah évidemment qu'on vous écoute, voilà. Fatima. Avec notre Flamby là. On a eu, pendant tout le mandat, on a eu le mariage pour tous. Alias François Hollande, hein, je précise. Et maintenant, le mandat de Macron, on va avoir l'euthanasie, on va avoir le harcèlement, et on va avoir... Les gens ont besoin de travail, ils ont besoin de logement, ils ont besoin que la vie soit moins chère. C'est de ça qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin qu'ils viennent chez moi me dire si tu tapes ton gosse ou tu le tapes pas. Ça me regarde, c'est mon gosse. Ça je comprends Fatima. Quoi que je suis contre pour les adolescents parce que c'est vrai, c'est l'humilier. Faut faire beaucoup de diplomatie, beaucoup de parlotte avec le gosse et tout, et ça marche. Bon, merci Fatima pour votre avis qui est très intéressant. Elle parle bien Fatima. Ah bah attends, c'est une auditrice du LGF en même temps. C'est qui? Non, c'est ma femme. Non, mais c'est bien parce qu'elle parle en connaissance de cause et je pense que on a remarqué. Je sais pas si t'as remarqué, on a eu 2 femmes et les 2 femmes sont partagées. Exactement. Sur cette question-là. Ouais. Mais elles défendent bien leur cas. Bien sûr, exactement. Il y a des arguments. Alors peut-être qu'on va avoir l'avis d'un homme, je ne sais pas. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonjour. Ah bah non, c'est une femme. Bonsoir madame, quel est votre prénom? C'est Shafika. Quoi? Shafika. Shafika. Ah, c'est très beau comme prénom. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Marseille. De Marseille. Marseille, j'aime beaucoup cette ville, mais surtout quand on vous met 3-0 2 fois d'affilée, j'adore. Ça c'est une petite parenthèse. Ouais, je sais. Alors, pour ou contre l'interdiction de la fessée? J'appelle par rapport au débat qu'il y a en ce moment pour les fessées. Oui, mais justement, je vous pose la question, est-ce que vous êtes pour ou contre l'interdiction de la fessée, comme le voudrait, en tout cas? Non, ça dépend. Moi, j'ai 2 enfants, une de 23 ans et un garçon de 20 ans. C'est vrai que... pas des fessées, oui, mais bon, des fois, on donne des fessées rien qu'avec des paroles. Hein. Maintenant, ils sont adolescents, c'est vrai qu'on peut pas leur donner des fessées comme ils étaient petits, aux fesses, mais c'est vrai que des fois, avec les paroles, c'est... Ah, vous voulez dire qu'avec les paroles, parfois, on peut faire plus mal qu'avec une fessée? On peut faire plus mal et ça rentre vraiment dans le cerveau. C'est vrai, c'est pas mal non plus. C'est pas mal. Ouais. Bon, en tout cas, vous êtes partagés. C'est pas évident. En plus, la jeunesse de maintenant, les enfants, les adolescents, actuellement, c'est vrai qu'ici en France, vu qu'ils ont enlevé l'armée pour les jeunes, ça aussi, c'est problématique. Hein. Ah, vous étiez favorable au maintien de l'armée, vous? Ah oui, je suis favorable.
Très bien, très bien. Bah merci en tout cas de votre appel depuis Marseille où il fait beau. Je vous remercie beaucoup. Il fait beau aujourd'hui à Marseille. À la prochaine fois. D'accord. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup de votre appel. Donc on a eu trois femmes qui sont partagées finalement. Tout à fait. Hein, c'est ça qui est intéressant. C'est plus sur les réseaux sociaux, c'est un peu moins partagé. Hein, c'est ça. 82% sur Facebook. 82% de non. Hein. De non, ouais, exactement. Donc non contre l'interdiction de la fessée. C'est ça. Très bien. Bon, on va dire oui à la fessée en fait. Les gens se mobilisent pour battre leur enfant. C'est bien. Non. C'est bien, pour dire oui ou non contre l'interdiction de la fessée, évidemment. Aussi, t'es en train de m'embrouiller là. Je plaisante. Bon, dans un instant, on va évidemment parler d'un autre sujet parce que il faut qu'on avance, messieurs dames. En tout cas, vous pourrez continuer de donner votre avis sur la fessée en répondant à la question sur les réseaux sociaux. Vous allez sur France Maghreb 2 sur Facebook, sur Twitter LGF officiel, comme le grand forum, quoi, et vous répondez à la question du jour, oui ou non, contre ou pour la fessée, évidemment au vu de cette proposition de 29 députés quand même qui proposent ce projet de loi pour interdire la fessée. Alors je sais pas ce qu'on risque. Qu'est-ce qu'on va risquer? Alors contre la loi, si j'ai bien compris. Oui, absolument. Oui, pour interdire la fessée, est-ce que vous êtes pour ou contre la proposition de loi en l'occurrence? Et qu'est-ce qu'on risque d'ailleurs si on donne une fessée, si toutefois cette loi passe? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. T'imagines aussi, on va te mettre une amende parce que t'as donné une petite fessée à ton gamin de 2 ans. Non, mais bien sûr, c'est un peu abusé, non? Enfin, je sais pas. Bon. Ça se discute, en tout cas, et on continue d'en parler avec vous, bien sûr, sur France Maghreb 2. Dans un instant, Nasser va nous emmener au Niger. Tiens. C'est ça, tout à fait. Drôle de voyage. Drôle de destination. Magnifique voyage, en tout cas. Bah, absolument. Un pays à découvrir, en tout cas. Et Nasser nous y emmène dans un instant, et puis on fera un petit détour en attendant notre invité pour parler de ce documentaire. C'est un documentaire tragique quand même, hein, ces jeunes qui tombent. Ouais. Parce qu'on parle d'héroïne, on parle de cette drogue qui a ravagé nos quartiers et notre communauté et plusieurs générations. Une génération surtout. Oui, une voire deux même. Et puis donc on en reparle avec notre invité qui sera avec nous dans un instant. C'est le grand forum, c'est la famille, c'est aussi une race et c'est Nasser Lajili. Le mardi c'est Lajili, évidemment sur France Maghreb 2. Alors on va découvrir maintenant si la pub part. Je sais pas, peut-être qu'il n'y a plus de pub dans le grand forum. Allez, on y va. On tente, c'est parti. Eh ben non. Pas de pub. Non. C'est-à-dire on n'a pas de pause. On va enchaîner avec vous et alors on va meubler. Je tiens à lancer un appel, un signal d'alarme à la direction de France Maghreb 2. Aujourd'hui, la caisse sera vide. Christophe, tu veux que je fasse des pubs? Si tu veux faire des pubs, vas-y. Hein, mais la pub ne part pas. Voilà, je tiens à vous le dire. Donc je ne sais pas. Est-ce qu'il y a moyen de contrôler? Je ne sais pas. Cher Nasser, tiens, allume l'application France Maghreb 2 en direct pour voir ce que ça va donner. On fait du live. Hein, les moyens qu'on a. Attends. Okay. Un G-son, qu'est-ce qu'il fait là, G-son? Non mais j'ai plus de pub moi. J'ai plus rien. Regarde, si j'appuie là, ça fait quoi? Ça fait de la musique. Le son de Maître Gims, il est pas mal celui-là. Ah ouais, il est pas mal. Alors pour vous faire une petite info sur ce son-là, faut savoir que c'est une musique arménienne qui existe. Donc en fait, le featuring, c'est pas qu'un on entend aussi parler, c'est formidable. C'est fort. Ça. Je retente. Non, ça ne marche pas, donc plus de pub. Ok, donc très bien. Vous en foutez de ce que je raconte. Non, pas du tout. Vas-y. Non, mais voilà, le son de Maître Gims que tu mettais, c'est avec un chanteur arménien et non indien. Et c'est une chanson arménienne qui existe depuis longtemps, qui a été reprise par Maître Gims et qui est magnifique. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 106.1 FM, à Amiens et toute sa région. Voilà, c'était c'était Maître Gims, donc une chanson qui marche bien en ce moment. Hein, cartonne, ouais. On a fait le petit frère, on a fait Dadju, on a fait Maître Gims. Et tout à l'heure, vous aurez l'oncle à Maître Gims avec qui chante, évidemment. Il chante dans les chorales. Oui. Ouais, c'est ça. Bon, c'est bien. Aujourd'hui, on n'a pas de pub, les gars. C'est génial. Le grand forum est en direct. Voilà, on peut se faire un petit kiff d'une chanson de temps en temps. Pas de pub, donc aujourd'hui vous êtes tranquille, rien à vendre, c'est mortel, c'est très bien, pourvu que ça dure. Je sais pas si ça va faire plaisir au service commercial de la radio, mais bon après c'est pas moi. 1 million là. Au moins. Mais attends, écoute, c'est l'ordinateur, moi, écoute. Voilà ce que c'est de remplacer l'homme par les ordinateurs. Voilà ce que ça donne. Voilà, des conneries. Bon. Est-ce que notre ami Nasser Lajili est prêt de côté de son avis tranché? Oui, je suis prêt. Alors donc notre ami Ossine Ras va filmer. Parce que c'est en direct sur Facebook. Pour voir notre ami Nasser Lajili, à quoi il ressemble, vous allez sur Christophe le Grand Forum, puisque nous allons démarrer tout de suite la vie tranchée. Mettez-lui des cœurs. C'est parti pour la vie tranchée. J'ai plus rien non plus. Qu'est-ce qui se passe? Mais vraiment, c'est une cata aujourd'hui. Hein. Attendez, bougez pas, on va y arriver. Hein.
On va y arriver, je pense. Non, on y arrive. Moi, j'ai lancé le direct. Donc, ce que je propose, c'est qu'on y aille. Excusez-nous, on n'a pas de jingle aujourd'hui. On n'a pas de pub. C'est formidable. Vive France Maghreb 2, vive le Grand Forum. Nasser Lajili pour son avis tranché qui nous emmène au Niger. C'est ça, le Niger, un pays en ébullition. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la situation au Niger, un pays où la situation est de plus en plus tendue. Une croissance soutenue ne permet pas pour autant de réduire la pauvreté qui touche toujours un Nigérien sur 2, alors que dans le même temps, des allègements fiscaux sont consentis par les multinationales, ce que la population a de plus en plus de mal à accepter. Avec une administration... Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2. Voilà, écoutez, on est de retour là cette fois-ci bel et bien en direct avec Osinras et avec Nasser Lajili. Nasser Lajili qui s'est fait couper la chic par la pub à l'occasion de son avis tranché, que vous avez pu peut-être vous qui étiez en direct sur Facebook pour voir sa vidéo, son avis tranché. Ou pour les autres, ils ont rien raté. Et justement. Oh, alors ça c'est vilain ça. C'est méchant. C'est méchant. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est très mal que j'en pense tout le contraire, que c'était magnifique. Mais justement, je les invite vraiment à aller regarder la vidéo. Puisque tu insistes, nous allons réécouter avant d'accueillir notre invité l'avis tranché de Nasser Lajili sur le Niger. Oui. Un pays en ébullition. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la situation au Niger, un pays où la situation est de plus en plus tendue. Une croissance soutenue ne permet pas pour autant de réduire la pauvreté qui touche toujours un Nigérien sur 2, alors que dans le même temps, des allègements fiscaux sont consentis par les multinationales, ce que la population a de plus en plus de mal à accepter. Avec une administration dépassée, une captation de la manne financière par une élite qui s'auto-reproduit et un déploiement sans précédent de la force militaire occidentale, à savoir française, italienne et américaine. Une grande part de la population se sent injustement traitée par ses dirigeants. Elle estime que l'indépendance du pays est bradée, notamment au groupe français bien connu, Bolloré. Du coup, il ne se passe pas un mois sans que Niamey ne soit le théâtre de manifestations contre le gouvernement qui n'arrive pas à gagner l'adhésion de son peuple alors qu'il est courtisé par les Européens, les Américains, les monarchies du Golfe ou les Chinois. Le Sahel, au cœur duquel se trouve le Niger, est un enjeu géopolitique majeur, notamment sur le plan de la sécurité. Sa géographie en fait un territoire central pour la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Les réseaux de criminalité liés à la drogue et à la traite des êtres humains en font une voie d'accès vers le nord du continent dans l'espoir d'accéder à l'Europe, via notamment la filière libyenne. La sécurité, il en est également question s'agissant des ressources de son sous-sol, c'est-à-dire des énergies fossiles ou des minerais, parmi lesquels l'uranium dont la filière nucléaire française est très dépendante. La situation sociale devient instable, ce qui aura probablement des effets politiques prochainement. Espérons que ce sera dans un sens positif. L'avenir nous le dira, Christophe. Voilà, c'était l'avis tranché de notre ami Nasser Lajili en direct sur France Maghreb 2 que vous avez pu réécouter bien sûr avec Osinras. L'heure maintenant d'accueillir un autre invité qui est un habitué maintenant de France Maghreb 2, on peut le dire. Exactement, ouais. Alors Ossine, je te laisse le présenter. Tiens. Alors Azdine Zorbi qui va nous présenter aujourd'hui, pour l'occasion, il va nous présenter sur Docu, le film documentaire. C'est la co-réalisatrice, excusez-moi, qui est avec nous, qui va se présenter elle-même aussi. Alors c'est pour le film documentaire qui est en train de bien marcher en ce moment et dont tout le monde parle, c'est Ces jeunes qui tombent. Alors moi, pour ma part, je vais pas mentir, j'ai pas eu l'occasion de le voir et je vais profiter justement du 15 mars à Orly pour venir voir le film docu. J'ai raté plusieurs occasions où j'étais invité et là je suis content de recevoir Azdine et madame pour Cécile, voilà. Et pour l'occasion, pour nous expliquer mieux le film, pour nous raconter justement la thématique qui est super intéressante, qui nous concerne tous directement ou indirectement. Voilà, il y a des générations qui sont passées par là, aujourd'hui encore, des communautés aussi qui sont tombées dans tout ça et voilà, Azdine Zorbi, bienvenue. Je vous en prie. Merci Ossine. Donc, je présente ma collègue, mon ami depuis 30 ans, avec qui j'ai fait plein de choses. Tu as beaucoup d'amis, mon cher. Eh ben, écoute, tant que ça dure, on dit Alhamdoulilah, comme on dit chez nous. Ça veut dire qu'on n'est pas des gens, voilà. Pour le reste, on essaie de travailler dans la transparence, dans l'authenticité, dans la loyauté, etc. Alors ce documentaire s'appelle Ces jeunes qui tombent. Je propose d'écouter juste la bande-annonce. Oui, c'est comme s'il y avait eu un 14-18, quoi.
une génération entière qui a disparu. Voire même 2. Ils étaient jeunes, quoi, je veux dire, c'est terrible quand tu t'analyses l'histoire un peu, tu te dis mais comment c'est possible, quoi. J'ai pas souvenir d'avoir eu le temps de voir les choses arriver. C'est vraiment après, avec la déchéance physique, qu'on a vu que vraiment ils étaient toxicomanes, quoi. Le stéréotype, il est plutôt sur le vendeur de drogue quand on parle de banlieue. On pense à un dealer, on pense jamais aux toxicos qui sont morts par centaines, par milliers dans ces endroits-là. Les autorités n'ont rien pu faire, ou ils ont rien pu faire, ou ils ont laissé passer ça. Je sais pas comment ça s'est passé à l'époque. Moi à l'époque, c'était dans les années 80, j'avais 20 ans. On a assisté à une catastrophe invisible, ça a été une hécatombe, ça a été un trou, notamment dans toute une génération, absolument pas documenté, absolument pas objectivé, jamais évoqué. Donc comprendre ce qui se passe, et ce qui s'est passé surtout, c'est aussi réparer une injustice. Alors un documentaire poignant, très dur, Asdin, sur la banlieue, sur les quartiers populaires et sur le ravage en particulier de l'héroïne. Oui aussi, Christophe, oui, tout à fait. Il y a ça, mais il y a aussi que... Pour moi, ce film était un devoir de mémoire. C'était une forme de réhabilitation par rapport à des jeunes qui étaient considérés comme criminels alors qu'ils n'étaient que des victimes. Et puis aussi par rapport à leurs familles qui ont vécu, je dirais, ces drames dans la solitude sans pouvoir en parler. C'est aussi le cheminement à l'époque d'un éducateur, je dirais, qui s'est impliqué, qui a plongé dans la douleur des familles pour les accompagner, pour faire ce qu'on a pu. Et puis aussi, voilà, le film, pour moi, il a fallu que Cécile vienne. Au vu de dizaines de lettres de correspondance avec ces jeunes qui étaient incarcérés soit à Fleury, soit à Fresnes et que je visitais, et qui me dit il faut vraiment qu'on en parle, Asdin. Et ça, c'est 30 ans après donc cette catastrophe invisible qui a balayé des jeunes de la deuxième génération. Est-ce qu'on a des chiffres, Cécile, Asdin, justement, sur les ravages que cela a pu faire dans les quartiers auprès de ces jeunes? On parle bien de l'héroïne, de cette drogue qui est très dure, qui dès la première prise finalement rend dépendant assez vite et qui attaque physiquement. J'ai envie de dire que c'est une drogue qui attaque physiquement. Oui, alors concernant les chiffres, non, puisque il y a une étude, une étude qui vient de sortir, mais qui a été sur un plan plutôt sociologique et qui s'appelle aussi Héroïne, la catastrophe invisible, qui est sortie là en février et qui est issue d'un groupe de chercheurs du CNRS, dont Michel Kokoreff, Anne Coppel et un certain nombre d'autres personnes qui seront aussi la journée du jeudi 15 mars à Orly. Ouais. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de chiffres. Quand on a entamé ce travail sur c'est combien de temps de travail sur ce film? Sur ce film, en fait, il s'est fait à la fois, relativement rapidement, du moment où on a pris la décision et où j'ai écrit une première trame et où on a trouvé un producteur. Ça s'est fait même pour Asdin un peu trop rapidement, parce qu'effectivement, c'était extrêmement douloureux. Donc revenir là-dessus, retrouver les témoins, les persuader du bien fondé de parler de cette thématique, même avec le recul. C'est pas facile. C'était très peu évident, même pour Asdin qui avait quand même le recul de son travail social, etc. C'est une période quand même qui est marquée par énormément de souffrance et de douleur, doublée par plein de tabous et puis plein de décès effectivement. Et donc quand Asdin s'est mis à la table un jour et il a commencé à m'écrire devant moi tous les prénoms, c'était là aussi assez énorme. Donc on en a fait une espèce de petit panneau à la fin du film, mais ce qu'on peut arriver, on peut arriver à 110, enfin entre 110 et 130 jeunes juste sur une ville comme Orly, qui à l'époque avait à peu près 20 000 habitants.
C'est énorme. C'est énorme. Évidemment, on peut en parler. Est-ce qu'on peut parler clairement, comme d'ailleurs le dit cet homme au début de la bande-annonce, c'est peut-être le sacrifice d'une voire deux générations au travers de cette drogue, cette pourriture d'héroïne? Oui, bien sûr, Christophe. Maintenant, si tu veux, une fois que cette parole a été libérée, d'abord, je voudrais dire, y compris pour la personne qui parle dans le film de la génération, elle-même a perdu 2 de ses frères. Et puis il y a un deuxième, dont on a entendu la voix aussi, qui a perdu 3 de ses frères. Bien entendu, la communauté la plus touchée, ça a été la communauté maghrébine. Quand on a diffusé le film, on avait le sentiment qu'il n'y avait que Orly. Et puis on a constaté que Champigny a été touché, Bagneux a été touché, Kremlin-Bicêtre, Vitry, Choisy, les quartiers nord de Marseille, le quartier du Mirail à Toulouse, etc., etc. Est-ce qu'il y a un profil précis qui se dégage sur ces consommateurs d'héroïne? Écoute, c'est une question à laquelle je pourrais pas répondre, puisque honnêtement, si Fabrice Olivet était là, il aurait pu en parler, puisque c'est un spécialiste, et en même temps, il a participé aussi à cet ouvrage collectif qui s'appelle l'histoire sociale de l'héroïne. Maintenant, moi, tout ce que je peux te dire, c'est que, et je vais être très franc, c'est pas ça qui m'intéresse. En fait, ce qui m'intéressait, c'était comment remonter l'histoire pour l'exorciser d'une certaine manière, pour faire en sorte que les familles enfin se sentent libres d'accepter effectivement, mais aussi de reconnaître que mourir, je dirais, du sida ou d'une overdose pour leurs enfants, etc., il était grand temps effectivement qu'ils puissent en parler, qu'ils puissent faire le deuil. Et puis lors de la diffusion, alors qu'on était très inquiet avec Cécile, tu ne peux pas savoir, pendant des jours et des jours, les gens sont venus nous remercier, y compris les familles qui étaient touchées, parce que on voulait pas dans ce film faire en sorte que on relate que ça. C'était vraiment comment réhabiliter ces jeunes qui se sont trouvés à un moment donné en bas des cités, à rencontrer un dealer très facilement, et comment ils sont tombés dedans, et comment aussi les fratries ont suivi, et ça a été vraiment un drame collectif. Alors peut-être qu'on peut demander à Houssine et Nasser, qui sont aussi issus des quartiers populaires, ce problème ne vous est pas étranger? Alors, moi personnellement, non. J'ai grandi dans un quartier où la question de la toxicomanie et de la drogue, elle était puissante, à Gennevilliers, dans le quartier du Luth. C'est un quartier qui a été, qui était assez reconnu à l'époque, dans les années 90. Donc on a connu aussi ce problème-là. Moi, étant jeune, je voyais aussi des toxicomanes, des pauvres toxicomanes qui étaient victimes, parce que effectivement, on en oublie l'essentiel, c'est que on avait des victimes en face de nous. C'était des personnes qui étaient dépendants, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Certains, premier abord, voilà, il a essayé une fois et il s'en passe plus. Donc effectivement, c'est une génération qui a été détruite. Même 2, on peut dire, comme ça a été dit juste avant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça a détruit beaucoup de familles. Et ça, c'est important aussi de le soulever, parce que je connais beaucoup de gens qui ont été touchés par la drogue, et beaucoup de familles avaient honte aussi de dire que leurs enfants étaient morts de la drogue. Et je pense que, et Dieu merci pour moi, je le dis, hein, qu'on a moins de problèmes de toxicomanie dans nos quartiers par rapport aux années 90, et heureusement d'ailleurs, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les parents ils venaient juste de sortir des bidonvilles à l'époque, et ils se retrouvaient dans ces quartiers avec une influence sur la drogue et la toxicomanie. Ouais. Et je pense que ça a beaucoup marqué les esprits des gens de ma génération qui ont connu ce monde-là. Est-ce que du côté de Sarcelles aussi, on est aussi atteint, j'allais dire, par ce problème? De manière moindre, elle existe aussi cette addiction à ce genre de drogue, mais en fait dans nos villes banlieue nord, on va dire de la deuxième couronne, c'est vrai qu'elle est plus discrète, même quand on était jeune. Aujourd'hui, on la voit plus aujourd'hui chez nos anciens. C'est là que, peut-être à mon âge, peut-être que j'étais trop jeune pour voir la vérité, mais on avait l'impression qu'elle était plus discrète. On avait d'autres anciens qui se battaient contre ça à Sarcelles, ouais. Donc
ils ont pêché. Et ça, c'est des gars qu'on connaît encore aujourd'hui, qui nous racontent encore ça, qu'ils ont pêché que ça se développe. Alors, il y avait du shit, de la bœuf, etc. Mais c'est vrai que les autres drogues plus dures à Sarcelles, il y avait vraiment là, on parle de drogue dure. Hein, alors, exactement. Et ces drogues dures, en fait, ça existait, mais c'était très discret. Et j'ai même l'impression que les portes de Paris, en tout cas dans le nord de Paris, les villes des portes de Paris, elles sont plus impactées quand on démarre de vraiment la petite couronne proche, Orly jusqu'à Nanterre, donc on fait le tour comme ça, et ben on se rend compte que la banlieue nord, enfin du sud jusqu'au nord comme ça, c'est vraiment la porte de Paris qui est vraiment, on va à Porte de la Chapelle, on va retrouver ça, la plaine Saint-Denis, Nanterre, Gennevilliers, toutes ces villes-là qui sont aux portes de Paris, elles ont vraiment pendant des générations aujourd'hui encore été des fours et ont été des lieux où des familles elles se sont déchirées autour de ça. Voilà, c'est. Ça s'explique vraiment historiquement cette affaire-là et tu le décris très bien de cette première couronne. En fait, historiquement, donc l'héroïne était une drogue plutôt festive et au départ les premiers consommateurs de banlieue venaient sur Paris jusque dans les années 80 où il y a eu il y avait un pôle de cristallisation qui était derrière la gare de Lyon qui s'appelait l'île aux Chalons et qui a été complètement démantelé, mais alors vraiment de manière très très sérieuse par les forces de l'ordre. On a complètement éradiqué cet endroit-là. Et ben tout simplement les toxicomanes sont partis à partir de la gare de Lyon et de la gare du Nord, et comme ils ont été expatriés, je veux dire au-delà de l'enceinte parisienne, et du coup on en a retrouvé en banlieue sud, en banlieue nord, et historiquement c'est depuis les années 80 avec du coup maintenant que j'ai emménagé dans le 19e, moi qui ai fait toute ma vie à Sarcelles, le choc à mon âge et la trentaine, c'est choquant. C'est-à-dire, en fait, je me retrouve comme un gamin des soirs où je rentre chez moi sur le canal, où je vois des scènes choquantes à mon âge qu'on retrouverait pas forcément à Sarcelles, par exemple. Est-ce qu'on peut dire que l'héroïne, c'est la drogue du pauvre? C'était pas donné à tout le monde, je pense pas. Non, mais alors si on compare par exemple la cocaïne qui est plus élitiste, plus utilisée par une classe quand même un peu plus aisée. Est-ce que l'héroïne, moi j'ai toujours entendu dire que c'est vraiment les consommateurs d'héroïne, c'est vraiment la classe très moyenne, voire très pauvre, qui consomment de l'héroïne et qui sont obligés d'ailleurs parfois pour s'acheter leur dose parce que leur corps leur demande parfois de voler pour pouvoir se payer sa dose. Non, c'est ça ou je suis dans l'erreur? Dites-moi. Non, c'est pas la drogue du pauvre parce que ça coûtait très cher. Fabrice Olivier le dit et nous aussi on le sait. Une dose ça coûtait à l'époque 1000 francs, ce qui était de l'ordre de, je sais pas. Voilà. Non, c'est pas la drogue du pauvre, c'est vraiment le crack, c'est vraiment les drogues de synthèse, c'est vraiment. Non, c'était une drogue. Après, on en reparlera. Les hypothèses qu'il y a, c'est que Fabrice les développe très bien. Ça a complètement inondé les quartiers. On ne sait pas comment. Tout ce qu'on sait, l'hypothèse qu'on a posée, c'est qu'après la marche pour l'égalité de 83, subitement, les quartiers se sont trouvés inondés de ça. Et puis, aussi, c'est une stratégie qui a été employée. Fabrice en parle très bien. Par exemple, quand il y a eu la revendication des droits civiques par les Blacks aux États-Unis, où la CIA, complètement pour discréditer ces mouvements, a mis sur le marché énormément de drogue. Et est-ce qu'aujourd'hui, en 2018, Asdine, Cécile, est-ce qu'on constate une diminution de consommation ou alors on est au contraire dans l'augmentation et il faut tirer la sonnette d'alarme? Alors je suis pas du tout spécialiste, mais ce que j'entends, c'est que l'héroïne en particulier revient en Europe et revient en France. D'où l'intérêt de refaire ironiquement une piqûre de rappel sur en fait les dangers, mais sur les dangers de de cette consommation. Et pour revenir en fait à ta question précédente sur la drogue du pauvre, non, il s'est trouvé qu'à un moment donné, cette war on drugs qui est venue des États-Unis et qui a été relayée par les gouvernements et en particulier le gouvernement français, puisque l'héroïne en fait était fournie par, on le sait, la French Connection en France, qui arrosait les États-Unis. Donc les États-Unis ont demandé à la France de stopper un peu, il fallait la réécouler.
puisque ça partait pas aux États-Unis, il fallait la réécouler en Europe. Alors là aussi, j'y vais sur la pointe des pieds. Il y a complicité des C'est pas une question de complicité, c'est une question de fait, de marché, de voilà. À ce titre-là, on a eu aussi un historien, Alexandre Marchand, qui a vraiment fait une étude extrêmement complète là-dessus, sur ces allers-retours, sur cette guerre à la drogue menée, et aussi sur les lois qui étaient afférentes depuis les années 70, la loi de 70, et puis qui interdisait en fait la vente de seringues, qui a été, on le sait, 15 ans après le début de la fin pour un grand nombre de ces jeunes avec l'arrivée du sida, mais aussi le fait qu'ils étaient emprisonnés à partir de 72 pour détention. Alors on va, parce que le temps passe très vite. Juste Christophe, oui, une petite précision. Oui. Tu disais, est-ce que l'héroïne revient? Après les ravages, après cette catastrophe invisible, sur les territoires et en banlieue, il y a une sorte de pacte. Enfin, moral, entre guillemets, des dealers, de tout le monde, de ne plus vendre cette merde. Et c'est vrai qu'après, c'est le cannabis. Et pendant 15 ans, 20 ans, il y a eu moins, je dirais presque pas, de drogue dure sur les quartiers. Mais c'est vrai qu'en ce moment... Il faut faire la nuance quand même. Hein. Évidemment, on n'incite absolument pas à consommer de la drogue, mais quand on parle de cannabis et quand on parle d'héroïne, ça n'a absolument rien à voir. On est d'accord, ça n'a rien à voir. De comparaison, voilà. Ce que je voulais te dire, c'est que réellement, là, il y a un retour. Et comme par hasard, c'est pas qu'on l'a voulu. Donc, inquiétude. Une inquiétude, et c'est pour ça qu'on fait cette journée donc du 15 mars. 15 mars, c'est à Orly? C'est à Orly au centre culturel. D'accord. Avec la projection du documentaire? Avec la projection du documentaire, et c'est toute la journée des débats et des tables rondes avec des sociologues, avec des militants, avec des psychologues, avec des historiens, avec des médecins aussi qui ont été addictologues et d'autres. D'accord. Et donc... il y a une page Facebook, il y a quelque chose? Il y a une page Facebook. Dis-nous, Asdine. Donc, pour les inscriptions, c'est www.passerelle Orly Sud, tout attaché. Passerelle Orly Sud. .org. D'accord, voilà. Pour s'inscrire, parce qu'il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire, l'inscription est gratuite, mais il faut s'inscrire. Très bien. Mais dernière question, rapidement. Ouais, non, c'est pas une question, je voudrais juste vous féliciter par rapport à ce que vous faites. Parce le que documentaire s'appelle Ces jeunes tombent, pardon. Voilà, juste le rappeler. Pourquoi? Parce que moi je pense que c'est important aussi de garder ça en mémoire pour nos anciennes, nos futures générations. Parce que moi je l'ai peut-être connu, mais on l'a jamais, on va dire, écrit ou présenté. Et franchement, je vous félicite pour ce que vous avez fait, bravo. Et j'aimerais que vous veniez aussi à Gennevilliers, parce que c'est aussi une ville qui a été touchée par ce invitation en direct. Ah, mais avec grand plaisir. Franchement, de la part d'Anelu de Gennevilliers. On viendra, on est sollicité par Stam, par... très bien. Avec grand plaisir. J'allais justement l'annoncer officiellement. Et justement, la transition est toute trouvée. Merci beaucoup en tout cas Asdine, merci Cécile, puisque dans un instant nous serons en ligne avec le maire de Stein, Asdine Taibi, qui va, messieurs dames, passer devant le tribunal ce vendredi. Pourquoi? Pour simplement avoir apporté son soutien à Salah Hamouri, à ce prisonnier franco-israélien, franco-palestinien, pardon. Effectivement, bien rattrapé pour le coup. Salah Hamouri, apparemment on n'a pas le droit, enfin apparemment ça nous coûte une invitation au tribunal. On en reparle avec le maire de Stein dans un instant. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous, et donc on vous invite à aller voir, donc à vous inscrire sur le site. Aussi va nous rappeler les coordonnées évidemment. Hein. passerelleorlysud.org. Bravo sur la page aussi, Facebook bravo. de Ces jeunes qui tombent. Non, c'est le site internet, je crois. Oui, exact. Mais 3W. pour jeter un coup d'œil, vous pouvez aller aussi sur la page Facebook. Voilà. Exactement. Ça se passe le 15 mars, et donc allez-y, parce que vous allez pouvoir évoquer ce sujet grave, important, et également voir ce documentaire qui s'appelle Ces jeunes qui tombent. Vous pouvez aller voir donc la bande-annonce. C'est poignant, c'est dur, c'est violent, et ça fait mal. Et voilà, beaucoup de familles, en tout cas, peut-être en nous écoutant cet après-midi, ont évidemment peut-être dans leur entourage, proche ou un peu moins proche, peut-être des exemples à nous donner. Donc difficile de nous parler des ravages de la drogue, et principalement dans les banlieues proches de Paris. Le documentaire donc s'appelle
Ces jeunes qui tombent. Voilà. Alors, on attend, enfin, on devrait recevoir normalement le maire de Stein, Asdin Taibi aussi, parce que vendredi matin à 9h, il est convoqué au tribunal, au tribunal de Bobigny, pour avoir apporté son soutien via une banderole à Salah Hamouri. Exact, ouais. Ça paraît quand même hallucinant cette histoire. C'est hallucinant et c'est pas la première fois. Faut se rappeler que son soutien à Marwan Barghouti lui avait valu la même chose. J'étais parti moi-même, j'étais allé le soutenir au tribunal de Montreuil pour l'occasion et il avait gagné puisqu'on on l'avait autorisé à remettre la banderole. Donc là, le préfet de Seine-Saint-Denis réagit systématiquement de la même manière à chaque fois qu'il s'agit d'un soutien à la lutte pacifiste des Palestiniens qui subissent la colonisation et l'occupation. Faut le rappeler, même si on n'a pas besoin de le rappeler sur cette chaîne de radio. Voilà, hein, nous en tant que radio, je pense qu'on apporte notre soutien aussi puisque la cause est noble. C'est pas le seul maire qui a fait ça, puisqu'on peut retrouver la même banderole entre autres à Aubervilliers, à Gennevilliers, si je me trompe pas, sur les frontons de la mairie. Donc pourquoi uniquement Stein à chaque fois on va voir avec Asdin la réponse. Alors pour l'instant on n'arrive pas à le joindre, Asdin Taibi. Dans 5 minutes. D'accord, dans 5 minutes, voilà. Parfait, très bien. Bon c'est nickel. Et d'ailleurs Nasser, je crois que j'ai vu un truc passer. Le maire de Gennevilliers a reculé par rapport à la reconnaissance de l'État palestinien. Exactement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est sur des coups de pression. Il y a une association, on va dire, que Stein connaît très bien d'ailleurs, qui est tout le temps à la charge quand il y a des maires qui. Oh mais ça doit être le BNVCA. C'est ça, c'est le BNVCA. Ah, de Samy Gozlan. C'est ça. Ouais. Donc voilà, il y a cette association a fait pression au préfet des Hauts-de-Seine pour réclamer à Beson et Gennevilliers de revenir sur leurs décisions avant de les attaquer en justice. Hallucinant. Donc pour éviter qu'il y ait des on va dire des frais judiciaires, le maire a préféré de retirer son arrêté. Ouais. Bon, tiens, est-ce que vous avez ouvert votre boîte mail ce matin? Oui. Oui. Est-ce que vous n'avez pas reçu une invitation du 33e dîner du CRIF qui aura lieu demain? Non, sûrement pas. Non. Bon, en tout cas, Monsieur et Madame Macron, ils seront. Ah. Voilà, sont invités au 33e dîner du CRIF qui aura lieu demain soir. Voilà, avec tout le gratin habituel évidemment. Je rappelle que le seul président à ne pas y être allé lorsqu'il était en exercice, c'est Jacques Chirac. Très il ne s'est jamais rentré, il ne s'est jamais rendu au dîner du CRIF lorsqu'il était président. Tous les autres, ils sont allés. En même temps, Macron était parti aussi. Je sais pas si on peut la reconnaître en tant qu'instance communautaire, oui, mais religieuse, je ne crois pas. Absolument pas. Il était parti à celui des musulmans. Oui, pendant le Ramadan, oui, exactement. Oui. Donc là, il est parti récemment pour les Arméniens. Voilà. Non, mais je pense qu'il faut histoire de donner une équité entre tout le monde. Ce qu'il faut reprocher tout simplement concernant le dîner du CRIF, parce que beaucoup se poseraient peut-être des questions. Je parle de ceux qui ne connaissent pas forcément le CRIF. C'est par rapport au positionnement qu'ils ont envers la politique israélienne, qui est un peu de l'extrême droite, si j'ai bien compris, en soutenant la politique d'extrême droite de Netanyahou. Donc c'est peut-être aussi pour ça. Il faut expliquer aussi que le CRIF a perdu. Qui est un peu dans la chala d'ailleurs en ce moment. Bien sûr, Netanyahou. Exactement. Et on en parle peu. On en parle très peu. Mais en tout cas, il rigole pas avec ça là-bas. Mais vous vous rendez compte qu'il est impliqué dans 6 affaires différentes. Son nom ressort directement ou indirectement dans 6 affaires différentes de détournement, d'abus, etc. Ouais. En tout cas, c'est demain soir le dîner du CRIF. Bon, on s'en fout. Voilà. Autant le dire tout de suite. Alors, il est bien direct. Je voulais qu'on évoque avec vous. D'ailleurs, je voulais saluer, même s'il fallait pas, à la limite, ça mérite même pas qu'on en parle, mais saluer nos amis de Radio J qui apparemment ont parlé du Grand Forum et de moi en particulier. Ah. Ouais. Je vous salue mes amis. Apparemment, vous avez tellement de choses à discuter que vous devez donc nous consacrer du temps. Écoutez, je vous félicite, mes chers amis. Et je vous invite à continuer en tout cas, mais faites attention parce que la diffamation, ça peut tomber aussi au bout d'un moment. 01 40 33 9000. Ah, on a peut-être notre ami Asdin Taibi au téléphone. On va voir ça tout de suite dans un instant, donc sur France Maghreb 2. Le temps de vous rappeler que Emmanuel Macron aujourd'hui est devant pour parler des prisons. Vous savez qu'il s'est rendu à Fresnes la semaine dernière et il va parler des prisons. Qu'est-ce qu'il faut en attendre? Qu'est-ce qu'il faut changer pour peut-être changer? Alors on propose des places supplémentaires pour les prisons françaises. Est-ce que c'est de bonne augure? Vas-y, non mais il n'y a pas de problème. Vas-y, je t'écoute.
Ce qui va changer, alors il y aura 10 000 places de prison en plus, si je me trompe pas. C'est ce oui, qui a été annoncé. 10 000. Alors moi, je me sens pas concerné par tout ça. Je trouve que, voilà, construire des prisons, encore une fois, construire des cellules, il faudrait trouver le moyen de faire de la prévention et de plus les réduire. Moi, je suis pour la prison pour cas d'extrême force majeure, pour des gros crimes, etc. Pour le reste, je suis peut-être comment dire, utopiste, hein, mais je suis plus pour de la prévention, du travail réel, plus proche. Et faut arrêter avec la répression de la police, la répression de la justice, la répression de l'État, des ministres et compagnie. À chaque fois que ça concerne les quartiers, que ça concerne des jeunes, on travaille pas sur de la sociologie, sur du travail plus profond directement. On est sur la répression. C'est quoi la solution qu'on trouve? Des places de prison en plus. C'est quoi la solution qu'il faut trouver? Des policiers en plus, etc., etc. Pour l'instant, on parle pas encore de réelles solutions concrètes. Moi, je suis plus pour ce côté-là. Non, Nasser, n'est-ce pas? Non, bien sûr, non, mais voilà. C'est clair. Quand on sait que dans, je veux dire, nos prisons, on a 68 974 détenus et que nos prisons prennent, on va dire, il y a que 59 765 places. T'as de la mémoire. Non, il a cherché. Non, il a bossé. Exactement. Il a de la mémoire. Mais c'est tout simplement parce que j'ai regardé le programme. Il a bossé. Que Christophe m'a donné. Donc tu veux dire que la feuille avec le stabilo, etc. devant toi, c'est des infos. Ah, ok, d'accord. Bien sûr, c'est des informations. Bon, alors Nasser, vas-y, termine. Non, j'étais en train de dire que tout simplement que la France, elle est très très mal placée. Elle figure très très mal en Europe sur les prisons. Donc on a 9200 personnes qui sont entassées entre guillemets dans les prisons françaises. C'est scandaleux. Et ça, c'est un scandale. Voilà. En tout cas, je sais que le gouvernement réfléchit apparemment à d'autres types d'aménagement avec notamment les bracelets électroniques, etc. Voilà. Nous avons avec nous, messieurs dames, le maire de Stein en ligne avec nous, monsieur Asdine Taïbim. Monsieur le maire, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2 et dans le grand forum. Monsieur Merci Taïbim, de m'avoir invité une nouvelle fois. maire de Stein, vous êtes invité à vous présenter ce vendredi matin à 9h au tribunal de Bobigny. Alors écoutez bien, messieurs dames, oui, je sais que ça peut paraître un peu choquant, pour avoir apporté un soutien aux franco-palestiniens Salah Hamouri. Tout à fait. Donc, tout à fait. Je passe au tribunal vendredi. Alors, ce n'est pas la première fois. Hein, ce sera la troisième fois et j'espère la dernière fois. D'une part pour avoir apporté mon soutien total à Salah Hamouri, donc prisonnier franco-palestinien. Vous avez bien raison de préciser qu'il est franco-palestinien, de mère française et de père palestinien, cela que je connais très bien, que j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'inviter à Stein quand il a été incarcéré après 7 années de prison en Israël, simplement pour défendre la cause des droits du peuple palestinien. Donc on me condamne en justice une nouvelle fois pour avoir installé une banderole de soutien sur le fronton de la mairie. Hallucinant. Hallucinant, tout à fait. Surtout dans un pays de droit. Alors évidemment, cette condamnation fait suite aussi à un certain nombre d'associations qui se sont précipitées pour m'attaquer en justice, dont certaines sont très proches de la mouvance d'extrême droite israélienne et qui sont installées librement ici en France et qui ont pignon sur rue sans aucun contrôle des services de l'État. Bon, moi en tous les cas, j'y serai. Mais attendez, monsieur le maire, qu'on comprenne bien, parce que les auditeurs qui écoutent évidemment cette information à la radio peuvent être choqués, au même titre que nous tous d'ailleurs. On se souvient de ce soutien massif. Et c'est très bien ainsi d'ailleurs à Gilad Shalit, notamment de la mairie de Paris, avec ce portrait qui a été affiché tout au long de. Exactement, bien sûr. Voilà, ça n'a gêné absolument personne. Il n'y a eu aucune action en justice. Alors que là, du coup, ça aurait pu gêner, C'était un soldat, puisqu'il était soldat, exactement, et qu'il intervenait sur des territoires occupés. Donc là, évidemment, ça gêne personne. Mais ça n'a pas pu gêner que à l'époque, quand il y avait le portrait de Ingrid Betancourt, qui était une franco-colombienne et qui avait été aussi, je dirais, arrêtée par les FARC. Oui. Donc là, évidemment, il y a deux poids deux mesures, mais on comprend très très bien la réalité quand il s'agit de condamner, je dis bien la politique israélienne, la politique des gouvernements qui se sont succédés et qui n'a rien à voir avec le peuple israélien, mais quand il s'agit de condamner la politique, je dirais, de colonisation, la politique d'apartheid d'Israël, là, évidemment, on est très vite taxé de soutien aux terroristes. Je vous rappelle qu'il y a presque 2 ans, j'ai été auditionné à Paris par les services des renseignements généraux et autres pour une condamnation faisant l'apologie du terrorisme. Donc voilà, je pense que là, dès lors que l'on s'attaque
au réel problème et que l'on défend la cause légitime d'un peuple palestinien qui ne demande qu'une chose, c'est son droit à vivre dignement et son droit à disposer de frontières et d'une terre dont elle a été confisquée depuis maintenant presque 80 ans, et on fêtera et on a d'ailleurs les 48-2018, on fêtera cette année les 70 ans de la Nakba, et j'aurai moi en tous les cas l'occasion d'organiser une très grande initiative sur ça. Donc voilà, on marche sur la tête. Je le regrette parce qu'en même temps on condamne un maire qui prend des positions, je suis pas le seul, on est très peu nombreux, c'est vrai, mais derrière il faut savoir que le président Macron a demandé la libération de Salah Hamouri. Un certain nombre de parlementaires ont demandé la libération de Salah Hamouri. Oui. Donc dans ce cas-là, il faudra mettre du monde, je dirais, en justice. Le président Macron en premier, puisque il a demandé, on va dire, il a été un petit peu forcé, mais il a quand même demandé auprès de Netanyahou la libération de Salah Hamouri. Voilà. Oui, donc on rappelle les franco-palestiniens. Vendredi, de manière très, je dirais, très lucide, très responsable, mais mon combat et ma détermination est pleine et entière, et je continuerai à mener ce combat-là parce que c'est une question de droit. Nous nous sommes battus, ou en tous les cas nos aînés se sont battus contre toutes les formes de guerre, toutes les formes d'oppression coloniale. Elles continuent malheureusement, et ça on peut pas l'accepter. Monsieur Taïbi, comment réagissez-vous à cette reculade, j'ai envie de dire, de la part du maire de Gennevilliers, qui décide de ne plus reconnaître l'État palestinien pour faire des économies auprès de sa ville? Ça, je suis pas au courant. Ça, c'est nouveau, ça, non? C'est une news spéciale France Maghreb. Oui, c'est nouveau. Salut Asdine, c'est Nasser au téléphone. Nasser Lajili. Nasser au micro, je veux dire plutôt. On s'est vu hier en plus. Exactement. Je ne savais pas. Oui, non mais. Alors, explique-nous à Nasser, comme ça Asdine va être au courant. Non, alors, effectivement, il y a une information qui est sortie hier soir, on va dire dans la soirée, qui dit tout simplement que le maire est revenu sur la décision à la demande du préfet des Hauts-de-Seine pour éviter que il soit attaqué par l'association, on va dire BenVCA. BenVCA. Je t'enverrai le lien si tu veux. Oui, BenVCA, je connais très bien. Voilà. On les connaît tous. On les connaît tous. On a tous eu affaire à eux. Je trouvais que l'initiative du maire de Gennevilliers était intéressante, et moi j'allais justement emboîter le pas là dans quelques jours pour reconnaître officiellement, c'est symbolique, pour reconnaître officiellement l'État de la Palestine. Voilà. J'allais le faire, et je compte le faire d'ailleurs, il n'y a pas de souci. J'avais prévu de le faire, et je m'en étais d'ailleurs, j'avais eu l'occasion d'avoir eu un échange avec le maire de Gennevilliers, quoi, Patrice Leclerc. Non, bien sûr. Donc voilà, le truc c'est que le maire a préféré reculer et retirer son arrêté pour éviter qu'il y ait des frais, on va dire judiciaires, qui seraient impactés sur le budget de la ville. Donc voilà l'argument qui a été sorti. D'accord. Je ne savais pas. Mais donc l'information qu'il faut retenir cet après-midi. C'est une très bonne initiative. Et je pense qu'il faut. Pour ma part, mais je pense qu'il faut surtout pas céder à toute forme de pression et de chantage. Je pense que ça c'est important, et je trouvais que c'était une très très bonne initiative que le maire de Gennevilliers avait pris il y a maintenant quelques semaines, et j'allais justement lui emboîter le pas. On se retrouve dans le combat de Salah Hamouri, on se retrouve dans le combat de Marwan Barghouti, et je pense qu'il faut continuer cette ligne qui est forte, quoi. Bien sûr, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il avait aussi le soutien de toute l'équipe municipale, que ça soit de l'opposition et de la majorité. Et ça c'est rare. Voilà. Monsieur Taïbi, ce qu'il faut retenir donc cet après-midi, c'est que vous passez ce vendredi donc au tribunal de Bobigny pour simplement apporter à Montreuil, pardon, oui exactement, c'est à Montreuil. Merci de me corriger. Tribunal de Montreuil ce vendredi donc à 9h pour être précis, pour avoir affiché un ponton donc sur la mairie d'un soutien de ce franco-palestinien Salah Hamouri. C'est hallucinant, mes messieurs dames, oui. Bienvenue en France en 2018. Et vous nous annoncez aussi ce soir sur France Maghreb 2 que vous allez vous aussi reconnaître, même si c'est symbolique, l'État palestinien dans votre ville de Stein. Tout à fait. Et c'est cohérent avec le combat que nous menons et avec les actions que nous menons avec nos amis palestiniens, mais aussi avec nos amis progressistes et pacifistes israéliens. C'est tout à fait, voilà. Nous, on se range du côté du camp, je dirais, de la justice, du droit et de la paix. Voilà. Moi, je voudrais juste une petite question, Nasser Lajili. Non, c'est pas une question, c'était juste tout simplement lui féliciter Asdine par rapport à tout ce qu'il fait sur cette cause, parce que je trouve qu'il a toujours été. Non, mais parce que j'ai eu la chance de voyager avec lui en 2009, parce que je faisais partie des élus. Voilà. Souvenir, exactement. Et je le trouve très courageux, et je t'encourage, et sache que t'as du monde qui te soutient derrière sur cette cause. Je te remercie beaucoup, Nasser. Merci beaucoup en tous les cas. Merci en tout cas, Asdine Taïbi, et bon courage, et ne lâchez rien. C'est un peu le maître mot d'ailleurs cette émission. Merci beaucoup. On y compte.
Voilà, Asdin Taibi, c'est vraiment hallucinant quand même d'entendre des choses pareilles. Hallucinant. Vraiment. Bon, écoutez, on n'aura pas le temps de parler des conneries du FN, tant mieux à la limite. Vous savez que pourquoi ? Parce que le député du FN de Bourgogne-Franche-Comté nous annonce qu'il y a 20% de mosquées radicales dans cette région. Du grand n'importe quoi, une information sortie de nulle part, quoique une information qui émanerait apparemment de quelques services de renseignement. C'est inquiétant, encore plus grave que des informations aussi importantes et secrètes se retrouvent dans les mains d'un élu, qui plus est un élu du Front National qui évidemment va en faire un bon marché. Il avait réuni d'ailleurs les journalistes pour une conférence de presse à cet effet vendredi dernier. Bon, heureusement qu'il y a encore des journalistes qui n'avalent pas tout et ont été un peu surpris. Asdin, vous l'avez dit. Oui, Asdin. C'est le propre, Christophe, de ces gens-là d'utiliser ces fake news pour essayer de faire croire effectivement à une sorte vraiment d'envahissement. De grand remplacement. Voilà, exactement. C'est le terme approprié de la... Non, et c'est ça, et en même temps, c'est de savoir c'est quoi leurs critères de radicalisation. Si c'est parce que c'est une personne les qui mosquées salafistes, hein. Le salafiste n'est pas condamné en France, hein, ce que je sache. Ouais. Voilà. Donc voilà. Bon, écoutez, ça mérite pas qu'on s'y attarde plus davantage. C'est un débat. On avait prévu d'en parler, mais bon. Je pense que vraiment l'information avec le maire de Stein était beaucoup plus importante à mettre en lumière et à médiatiser. Et même si on ne partage pas forcément les couleurs politiques de cet individu ou d'autres, d'ailleurs, il faut saluer son courage pour ce combat. Et voilà, c'est un combat qui mène depuis longtemps, depuis qu'il est maire de Stein en l'occurrence. Et vous l'avez entendu, donc cet après-midi, il va reconnaître, même si c'est symbolique, l'État de Palestine dans sa ville de Stein. Et il passe, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, au tribunal de Montreuil ce vendredi pour avoir tout simplement apporté son soutien à un prisonnier qui est injustement en prison dans les geôles israéliennes. Et ce prisonnier s'appelle Salah Mouri. Il est franco-palestinien. Et à ce titre, pour apporter son soutien, Monsieur Asdin Taibi se retrouve devant le tribunal de Montreuil. Ça paraît hallucinant, et c'est pourtant vrai, messieurs, dames. Dans un instant, on va parler d'un film que vous avez vu, je crois, un documentaire que vous avez vu tous les deux. Ça s'appelle Les figues en avril. C'est ça. C'est signé Nadir Dandoun qui sera avec nous dans un instant. Exactement. Avant le Libertad. Et dans le Libertad, je veux que des pronostics pour le match de ce soir, messieurs, dames. Parce que ce soir, il y a un grand match. Parce que ce soir, c'est le jour de Paris. Parce que ce soir, Paris a son destin entre ses pieds. Et pour ce titre, et à ce titre, allez Paris. Et j'entends tous les Marseillais de France chanter allez PSG. Nadir Dandoun dans un instant avec nous sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous, LGF. France Maghreb 2, France Maghreb 2. L'émission qui vous ressemble et qui vous rassemble, messieurs, dames, s'appelle Le Grand Forum. C'est tous les jours 16h-18h. On vous y invite évidemment. Et vous êtes d'ailleurs de plus en plus à nous écouter. Ça nous fait bien plaisir aujourd'hui en notre compagnie Hossein Ras et Nasser Lajili. Nasser Lajili qui avait envie de mettre à l'honneur via son coup de cœur Monsieur Nadir Dandoun. Bonsoir Monsieur Nadir Dandoun. Salut, bonsoir tout le monde. Bonsoir Nadir. Salut Nadir. Ça va ? Eh ben écoutez, ça va très bien, Nadir Dandoun. Je suis ravi de vous accueillir parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que j'entends parler de vous et j'ai vu d'ailleurs récemment, il y a pas très longtemps, Everest, vraiment un superbe film. L'Ascension, ouais, exact. Un superbe film tiré de votre histoire d'ailleurs, hein, parce que vous avez, voilà. Et puis à plusieurs reprises, je dois dire que nos chroniqueurs ont mis des coups de cœur de vos projections, de vos documentaires, de vos films, de ce que vous faites évidemment, notamment un film que vous avez fait sur Salah Mouri, je crois. Et d'ailleurs, on parlait de Salah Mouri puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous avions il y a quelques instants le maire de Stein qui était avec nous en ligne et qui passe au tribunal de Montreuil ce vendredi pour avoir apporté justement son soutien à Salah Mouri. Monsieur Nadir Dandoun, je laisse Nasser nous dire pourquoi il vous a choisi en tant que coup de cœur aujourd'hui. C'est un film que j'ai pu voir hier en direct, en avant-première, que j'ai trouvé formidable. Parce que c'est un film qui parle des mamans entre guillemets, qui était touchant, qui nous touchait au plus profond de nous-mêmes, parce que voilà, on se retrouvait dans ce qu'on regardait et ce qu'on voyait. Et pour moi, c'était important de le mettre en avant. Et d'ailleurs, je vais laisser quand même Nadir parler parce que c'est lui qui est le réalisateur de ce film. Et je trouve que c'est un film qui doit être mis quand même en avant parce que ça reste aussi une mémoire qu'on doit laisser pour nos enfants. Et bien évidemment quelque chose que tout le monde pourrait se retrouver au sein de ce film.
Voilà, Nadir, je te laisse la parole. Et présente bien ton... En fait, Nasser, merci. En fait, Nasser parlait donc du dernier film que j'ai fait, qui est un documentaire qui s'appelle Des filles en avril, et qui sort dans les salles le 4 avril. Au début, je voulais pas faire une sortie en salle, je me disais, voilà, comme d'hab, on va faire ça un peu en tête à l'arrache. Et on a fait une projection à Toulouse en octobre dernier, il y avait 300 personnes, et les gens sont venus nous voir et nous ont dit, en fait, c'est ce que tu disais, Nasser. Hein. Les gens, ils ont vu le film, ils se sont dit, tiens, ça parle de l'histoire de ma mère, ça parle de l'histoire de ma grand-mère. Et c'est une parole qui est très rare. Ma mère, elle a 82 ans. Elle s'exprime dans sa langue natale. Exactement. C'est rare. Exactement. Souvent, on les fait parler en français, alors qu'ils sont moins à l'aise, ce qui est quand même normal. Donc là, ma mère, elle est vachement plus précise. Et puis, elle raconte sa vie sans tous les clichés habituels. Voilà, il y a en fait pas de mariage forcé, c'est un peu une histoire d'amour avec mon père. Ça parle de la vieillesse, ça parle de la solitude, ça parle de l'exil. Voilà, c'est des thèmes normaux qui sont en fait qui sont des thèmes universels. Voilà. Mais c'est ça que j'ai trouvé remarquable, parce que ce qui était bien, c'est qu'il n'y avait pas de son. On voyait que c'était en direct et que ce qu'elle disait, on se retrouvait. Et en même temps, moi j'avais juste je pense que c'est important aussi que tu le dises. Pourquoi ce titre? Des figues en avril, parce que quand on nous l'a expliqué hier. Parce que les figues mûrissent en avril. Non, pas du tout. Il va l'expliquer. C'est tout le contraire. Moi, je pense que le mieux, c'est de pas le dire et que les gens aillent le voir et qu'ils l'écoutent par eux-mêmes. Tu as bien raison. T'as bien raison, Nadir. Je pense que c'est aussi ça qu'il faut. Ouais, et ça. Donc, on a des. Alors moi, je vais dire pourquoi. Non, je rigole. Projections. Mais ce qui est en fait plus simple, c'est donc on a créé une page Facebook. Bien sûr, ça s'appelle Des filles en avril, et là on a toutes les projections. Là, d'ailleurs, je suis à Montpellier, on fait une projection ce soir. On est aussi hyper fiers d'être au Luxor le 20 mars, et a priori le Luxor va le programmer du 4 au 11 avril. Donc pour nous, c'est quand même c'est quand même une fierté, puisque c'est quand même un film qui a été fait avec des bouts de ficelle, hein, ce qui quand même prouve bien que parfois on n'a pas besoin de gros moyens. C'est pas le film sur l'Everest où là c'était des gros budgets. Ça c'est un film que j'ai fait tout seul. J'ai juste filmé ma mère avec une vieille caméra. C'est un huis clos. Ma mère sort pas du tout de son appartement. Et comme le disait en plus Nasser, hein, c'est vrai que si nous on les fait pas ces films, en plus personne ne va les faire. Exactement. Et à un moment où, en fait on peut pas attendre que les autres les fassent. Et même je trouve ça hyper grave. Et moi-même j'ai honte. Et j'ai honte qu'on ait quand même attendu tout ce temps-là, quoi. En tout cas, merci beaucoup, et j'ai envie de vous dire, tel merde, mon cher Nadir. Moi, je voulais juste apporter quelque chose. Et puis je vous fais des bisous à tous. Ciao. Moi, je voulais juste dire que c'était la troisième fois que je le voyais hier. Et vraiment, j'ai la même émotion à chaque fois que je le vois. Et malgré tout que je l'avais vu au musée de l'immigration. Il arrête de le voir, donc là, en fait, tu vas arrêter, quoi. Mais faut dire, parce que normalement, au musée de l'immigration, c'était le top, parce que ça s'est super bien passé. C'était une salle magnifique et c'était vraiment l'endroit pour le diffuser. Mais pour moi, hier, c'était différent parce qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui ont ramené leur maman pour voir le film, et je l'ai regardé d'un œil différent hier, ça m'a beaucoup touché. Et c'est épatant comment 3 fois d'affilée, l'émotion reste la même quand on regarde ce docu. Et vraiment, bravo et encore merci Nadir. Merci Nadir, et on peut te lire aussi, et on peut te lire dans le courrier de l'Atlas aussi, hein, mon cher Nadir. Et on les salue. Et j'ai même sorti un autre livre là, qui est sorti maintenant, en fait, en livre de poche, voilà, qui est sorti en livre de poche, donc qui coûte moins cher. Qui est magnifique. Qui est bien. Parce qu'il faut aussi que les livres ils soient en fait accessibles, il faut que les films soient accessibles. Ils sont pas chers du tout. Voilà, on n'est pas des bourgeois, nous, on reste des fils de prolos, on reste des fils de pauvres. Comme elle a dit, et c'est bien qu'on reste attaché à cette culture-là. Merci Nadir Dandoun. Il y a Asdine Zorbi qui... il y a Asdine Zorbi qui est avec nous, qui souhaite te saluer. Asdine Zorbi aussi, salut Nadir. Donc il faut que je lui passe un coup de fil en plus. C'est gentil Nadir. Ça y est, je prends acte de programmer ton film et j'espère que tu seras là pour le débat avec nos concitoyens. D'accord, ouais, avec grand plaisir. Voilà, ok Nadir, à bientôt. À très bientôt Nadir, merci beaucoup. Nadir Dandoun sur France Maghreb 2. Allez, très rapidement, Libertad sur France Maghreb 2. Bah ouais, on va prendre le temps. Mais Janet, tu nous autorises un peu de... Ah, bien sûr. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir, qui est là? Salut, t'es chaud pour la démontada aujourd'hui ou pas? Non, là, mais t'es malade toi, la remontada, tu t'es trompé. La démontada. Il est fort celle-là. Salut, à bientôt mon ami, hein. Et rendez-vous ce soir à 23h, tu verras si c'est pas la démontada ou la remontada.
Merci. 01 40 33 9000. Allez, un petit dernier pour la route. Mais ils sont fous, les auditeurs. Ils respectent rien. Ils respectent pas l'animateur. C'est quoi ce délire? 01 40 33 9000, évidemment. Tiens, pour nous donner un petit pronostic pour ce soir. Le match important, Nasser, Ossine. Ouais, Wilfried Songa contre PSG et oui, non, Real de Madrid. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Rabat de Servan. C'est juste pour vous signaler par rapport à la petite fille du Tchèque qui a brandi le drapeau de la Palestine dans un stade au Brésil il y a 3 jours. Ouais. Et qui s'est fait arrêter, bah voilà. Et puis, allez, Benzema. Il a mis tout le monde d'accord. Merci, à bientôt. C'est bien, on peut pas critiquer. Ah si, on peut. Il fait pas partie du PSG, Benzema, ce que sache, donc moi. Il fait partie de nous. Peut-être, mais. Et malheureusement, ni de l'équipe de France, malheureusement. Oui, bah oui, ça c'est terminé. Bah non, on a Cavani, moi, monsieur. Ouais. On a Cavani, on a Mbappé. Alors pour revenir plus sérieusement, la petite fille du Tchèque s'est fait arrêter pour avoir soutenu la Palestine dans un stade. Ouais, c'est ça. Pour avoir brandi un drapeau palestinien, c'est ça. On va regarder de près. On va regarder ça de près, c'est absolument hallucinant. Merci à vous en tout cas. Mais Jay, c'est quoi le score ce soir, dis-moi? 2-0 pour le PSG. Ah bah ils sont éliminés alors. Non, 2-0, non, ils sont pas. Le Real est éliminé, oui. Oui. Je rappelle qu'il faut le PSG a été battu 3-1 au Real, il faut 2 buts d'écart. C'est ça. Voilà. Donc imaginons 2-0 ou 3-1. Alors là, il y aurait prolongation. Rêvons, pas imaginons. Ou 4-1 ou 5-1 et comme l'a prédit le voyant tout à l'heure, 5-2. Pour le PSG, donc ce qui voudrait dire que le PSG serait qualifié. Ça serait une belle raclée au Real de Madrid et à Zinedine Zidane qui s'est dit d'ailleurs Marseillais. Bon, merci à tous. On merci a fait tout le monde. Merci. C'est passé comme une lettre à la poste, j'ai envie de dire. Ouais, je vois que la poste des fois c'est un peu mardi, long. C'est la Gili, donc c'est normal, ça se passe bien. Voilà, c'est ça. Un mardi prochain. Et tu fais appeler ta femme la semaine prochaine aussi? Oui, d'accord. D'accord. Laquelle? Bah, je sais pas. Après tu te démerdes. Celle que tu veux. C'est celle du mardi éventuellement. Voilà, pour être coordonné. Bon, Nasser. Attention, mardi c'est la Gili, attention. Merci beaucoup en tout cas Nasser. Merci beaucoup Ossine. Merci à toi. Merci à tous les deux. Demain on aura une équipe de choc Ossine. Non, il y a pas mieux que nous. Nadir Kaya et Hicham Terak. Et jeudi messieurs dames, vous savez que c'est la journée internationale des droits des femmes. Exactement. Et nous aurons que des femmes autour de cette table. Madame Hanan Zawani, Madame Nadia Lazouni et Madame Fatima Wassak. 3 femmes qui seront avec moi. Évidemment. Mais sachez. Et non des moindres. Merci beaucoup. Mais sachez une chose, et je terminerai par cette phrase, c'est tous les jours la journée des droits de la femme. Voilà, bonne soirée. Avec cette voix rock, avec cette voix très grave. Bravo. Merci à tous, merci Asdine et rendez-vous donc le 15 mars à Orly. On rappelle le site C'est passerelle. Alors, excusez-moi, passerelleorlysud.org. www.passerelleorlysud.org pour vous inscrire et participer. On a parlé d'un sujet grave que vous pouvez réécouter notamment ce soir, parce que je rappelle que le LGF est rediffusé à minuit le soir. Bonne soirée à tous. Dans un instant, l'excellent Medjahed qui va nous transmettre sa bonne humeur légendaire et quotidienne sur France Maghreb 2. Et rendez-vous demain à 16h. On sera là. Bonne soirée à tous et allez Paris. Allez Paris! 18h02, le rappel de l'actualité de ce mardi soir, c'est avec Marine Garel que je salue pour le flash. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. C'était un des engagements de campagne d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État présente cet après-midi à Agen son projet de refondation pénale. Il souhaite notamment développer le recours aux peines alternatives pour limiter la population carcérale. Autre objectif, faire que les peines prononcées soient réellement et rapidement appliquées. Nicolas Hulot riposte. Le ministre de la Transition écologique porte plainte en diffamation contre le magazine Hebdo. Le 9 février dernier, un article de l'hebdomadaire révélait l'existence d'une plainte pour viol déposée en 2008 contre Nicolas Hulot. Plainte classée sans suite, les faits étant prescrits. C'est une décision attendue par les sinistrés des inondations de janvier. Le classement ou non de leur commune en état de catastrophe naturelle. Il permettrait de faciliter les indemnisations pour les habitants et pour la mairie. La commission chargée des dossiers examine aujourd'hui le cas de 156 communes. Mi-février, un peu moins de 300 communes ont déjà obtenu le classement catastrophe naturelle. Celles qui avaient été les plus touchées, situées sur les bords de la Marne. Une nouvelle grève en prévision à Air France. 11 syndicats appellent à la mobilisation le 23 mars pour la défense des salaires. Fin février, le précédent mouvement de grève avait engendré l'annulation d'un quart des vols de la compagnie.
L'armée russe propose aux rebelles syriens retranchés dans la Ghouta orientale une évacuation de la zone assiégée par les forces syriennes et leurs alliés. Dans un communiqué, le ministère de la Défense russe se dit prêt à garantir le transport des rebelles et de leurs familles et leur octroyer une immunité. Des forces de secours dans la Ghouta accusent en même temps Damas de nouvelles attaques à l'arme chimique. De nouveaux raids du régime syrien aujourd'hui auraient fait au moins 9 morts civiles et une quarantaine de blessés. Sport football, le PSG doit marquer au moins 2 fois ce soir. Les Parisiens reçoivent le Real Madrid en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.